What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. Une force gronde en moi depuis toujours, un genre de pulsion, comme un feu secret qui agit discrètement sous ma peau, cherchant l'air, la lumière. Mais à mesure que j'avance dans la vie, quelque chose semble vouloir l'étouffer. Ce sont des branches invisibles, celles d'un arbre immense et silencieux que je n'ai pas choisi. Elles m'étreignent patiemment, se resserrent sans bruit. Elles s'enroulent autour de mes pensées, comme pour devenir une part de moi. Je lutte pourtant, je me débat, mais elles ne plient pas facilement. Si je les laisse faire, si je cesse de combattre, je sais déjà où ce chemin mènera. Je deviendrai comme eux, je me transformerai. Et cette fois, ce sera peut-être un aller sans retour. Cette transformation, je l'ai déjà observée attentivement. Je l'ai déjà sentie s'insinuer en moi, lentement. Chaque jour, je la vois, des silhouettes, des regards vides, des morts vivants. C'est ainsi que je les appelle. Pas ceux des films, pas ceux des romans d'horreur, non. Ceux que je vois sont différents. Et tu les as déjà vus toi aussi. Cela peut arriver à n'importe qui. À nos pères, à nos mères, à nos frères et nos sœurs, aux visages familiers, aux passants anonymes, à toi, à moi. Tu sais, c'est quand cette lumière s'éteint peu à peu, quand tu te contentes de respirer sans vraiment habiter ton souffle, quand vivre est une attente sans désir ni combat, alors l'arbre s'éveille. Ses branches s'allongent doucement, elles glissent dans l'ombre, s'enroulent autour de toi, puisent ta chair et dévorent ton feu jusqu'à ce que tu oublies d'avoir brûlé un jour. Et cette peur-là me ronge. La peur de mourir avant d'avoir vécu. La peur de regarder un jour en arrière et de ne voir que du vide, des envies jamais assouvies, des désirs empilés dans un corps terni. Une existence passée à attendre. Quand il y a de la mort, c'est qu'il y avait de la vie. L'un n'existe jamais sans l'autre. Mais tant qu'une seule braise demeure, que la chaleur persiste encore, même dans la nuit la plus froide, même dans les heures les plus sombres, si tu observes attentivement, tu verras toujours quelque chose, même dans le regard le plus noir. Et si c'était précisément ça, notre rôle dans ce monde? Entretenir ce feu, nourrir patiemment cette flamme intérieure, en donnant de l'air à notre âme, de la lumière à nos désirs. D'abord pour soi, pour ne pas se perdre, puis pour les autres, pour réchauffer lentement ceux qui croisent notre chemin. Alors cette peur de mourir avant d'être mort, elle devient autre chose. Elle devient une quête, un feu sacré, un appel. Comment réchauffer mon âme? Comment lui donner du cœur, de la chaleur?
Comment habiter pleinement cette vie avant qu'elle ne s'efface? C'est précisément ça notre sujet aujourd'hui. La quête d'identité, le chemin de vie, l'ikigai, l'entéléchie, ou plus simplement encore, la raison de vivre. Dans les siècles et dans le monde, il y eut de nombreuses couches d'histoire. Les connaissances et enseignements, c'est la mémoire du monde, du vivant. C'est la structure, la logique, où tout semble avoir une place bien définie. Et pourtant, l'un des grands paradoxes de l'existence, c'est qu'on nous pose sans cesse une question à laquelle personne n'a vraiment de réponse. Qui es-tu ? Comme si l'on pouvait se résumer en quelques mots, comme si cette réponse devait être définitive. On nous pousse à choisir trop tôt. Alors que tu n'as que 15 ans, on te demande de prendre une décision qui engagera toute ta vie. Comme si l'identité pouvait se fixer une bonne fois pour toutes. Comme si l'on devait écrire son avenir sur un bout de papier et s'y tenir. Mais la quête de soi, c'est l'œuvre d'une vie. C'est un chemin sans fin, une renaissance de tous les instants. C'est une œuvre qui s'écrit et jamais ne s'achève. Alors quand j'entends les désillusions de ceux qui ont suivi la route tracée d'avance, qui ont avalé des rêves et interprété la vie comme un fantasme, ceux à qui leur métier ne leur ressemble pas, que leur quotidien ne vibre pas. Mais le pire, c'est que même là, même face au vide, on continue de leur poser la même question. Qui es-tu ? Alors j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que j'en sais ? Je vis, je me bats. Je lutte contre l'étreinte des branches pour ne pas me transformer et rejoindre le pays mortifère des inachevés. Je m'acharne d'aller là où je me sens bien, là où je peux me rencontrer. Alors quoi ? Dois-je me conformer aux rêves du monde ? Aux rêves de ton monde ? Dois-je répondre ce que l'on veut entendre ? Ces recettes que l'on connaît déjà par cœur, mais qui ne rassasient jamais, ou oser confronter avec l'absurde, que ma réalité est mouvante, qu'elle ne peut être définie, figée, que je plonge sans cesse dans une infinie possibilité, que je marche dans les pas de ceux qui n'existent pas, que je construis, brique par brique, une seconde à la fois. Alors, dois-je m'incarner dans une réalité illusoire qui te convient, car ne déroute pas ? Par quel prisme veux-tu regarder le jeu ? Quel écho donner au monde ? Tout au fond de toi, quelque part, tu le sais déjà. Tu sais qui tu es, et je m'exalte de ce beau flamand qui flâne de son air sachant, ne dédaignant m'adresser un seul regard de son air méprisant, de son air sachant, car au fond de lui, il sait où ce beau flamand. Il y a des lieux où la lumière n'entre pas,
des couloirs trop étroits pour accueillir autre chose que des ombres bien rangées. Tu avances et ton pas dérange l'alignement immobile des autres. Mais à peine arrives-tu qu'on te plisse les yeux, qu'on détourne le regard, qu'on murmure. Tu éclaires ce qu'on ne veut pas voir. Alors, tu t'excuses, tu baisses d'un ton, tu tamises ta lumière. Tu fais semblant d'être une bougie quand tu es un incendie. Puis un matin, sans raison apparente, tu sors et ailleurs, dans un espace que tu n'avais pas encore osé frôler, on t'accueille sans cligner des yeux. On t'allume un peu plus même. Et tu comprends que ce n'était pas ta lumière qui était de trop. C'était juste qu'avant, on ne savait pas comment la regarder. C'était eux qui avaient peur d'allumer. Cette idée, c'est une braise dans la nuit. À toi, qui cherche encore ton reflet dans les yeux des autres, qui écoute le silence, comme s'il pouvait murmurer des réponses. Ne t'égare pas dans l'attente. Découvre-toi. Sois tendre avec tes ombres, vulnérable face à elles, parce que c'est là, dans cette nudité sincère, que ta lumière danse le plus librement. Mon amour, mon semblable, mon frère, chéris chaque lueur en toi, même celle que personne ne remarque. J'aimerais te poser une question. Elle est vraiment importante. Alors prends le temps de t'asseoir avec quelques instants. Si tu le souhaites, tu peux prendre une feuille et un crayon pour noter tes réponses. Ma question est la suivante. Où vas-tu chercher le bois pour nourrir ton feu ? As-tu identifié les actions, les expériences, les activités qui ravissent tes flammes, ton cœur, ton feu ? Peut-être est-ce le goût familier du café au matin, ou l'odeur réconfortante du pain tout juste sorti du four. Peut-être une mélodie que tu écoutes en marchant, ou la sensation d'une bruine légère sur ta peau. Attrape ces moments comme autant de petites flammes, comme autant d'étincelles dispersées sur ta route. Car c'est précisément là, dans ces minuscules fragments d'existence, qu'on trouve les braises capables de ranimer le brasier entier. C'est là, dans ces fragments anodins, que réside ta vérité. Mais qu'en est-il de ceux qui ne se posent pas ces questions ? Pas par désintérêt, mais parce qu'ils n'en ont jamais eu le luxe. Ceux pour qui le feu n'a pas à être nourri, parce qu'il s'est éteint bien avant qu'ils aient eu le temps de le voir brûler. Qu'en est-il de ceux à qui l'on a cessé de parler d'avenir ? De ceux qui n'ont jamais trouvé de réponse au pourquoi ? De ceux à qui l'on a tendu des armes sans leur donner de combat ? À qui l'on a imposé le travail, non comme une voie, mais comme un dernier rempart contre l'effondrement. C'est Pierre Gwiazdinski qui en parlait avant moi dans sa lettre testament, ouvrier de 27 ans, mort à l'été 2024. Il était de ceux dont on ne racontera pas l'histoire, parce que l'histoire ne s'est jamais souciée d'eux. Il est de ceux qui sont morts avec leurs rêves. Début de citation. De l'acier au satin, des ouvriers aux assassins. Un Américain célèbre nommé Henry Ford a créé un monstre à deux têtes. D'une part, une révolution industrielle, et de l'autre, un asservissement ouvrier. Une formule résume très bien ce statut des ouvriers, les fameux Mozart assassinés. Ils portent leur peine au travail en servile bras robotique humanoïde, alors qu'ils cachent souvent des talents insoupçonnés. Et tout ça pourquoi ? Payer un loyer indécent ?
rembourser un crédit de voiture qui leur sert principalement à se rendre à l'usine ou à faire quelques courses dans un magasin discount toujours trop cher pour leur budget? En ayant mis les pieds dans ce milieu, chaussures de sécurité comprises, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de ces Mozart. Des gens humbles, travailleurs et malheureusement résignés. Ces hommes dissimulaient souvent des talents inexploités et pour leur plus grand malheur, ils n'en avaient même pas conscience. Qu'est-ce qui est le pire? Le mal de dos? Les insomnies liées au travail posté de l'industrie? Non, le pire, c'est la résignation. Se contenter de ce que l'on a alors que l'on possède sans doute d'autres talents, voilà le pire. Il y a une frustration indescriptible à faire un travail répétitif, dénué de sens quand on a des idées plein la tête, mais le cerveau embrumé. La question serait de savoir qui est fautif. La société? La brutalité parfois indécente de la vie? L'éducation? L'école? Un mélange de tout cela sans doute. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement pas adaptés à cette société. Des, entre guillemets, handicapés sociaux. N'y aurait-il pas un travail à faire dès l'enfance, au-delà du simulacre d'orientation en vigueur? Pourquoi pas des stages multiples, plusieurs, à chaque âge, à chaque classe? Tester des métiers, des idées diverses proposées aux enfants en construction, pour justement les aider à construire un avenir qui ne leur fera pas regretter leur passé. Et des méthodes différentes pour les enfants différents, afin que chacun trouve sa place. Zola, Hugo et d'autres ont déjà écrit à ce sujet. C'était il y a plus d'un siècle, mais rien n'a changé. Bien sûr, il y a eu les 35 heures, les congés payés et autres poudres aux yeux. Mais si l'on compte 10 heures au bas mot entre la préparation, la route aller-retour, les heures de travail, voire plus en fonction du bon vouloir de la pause repas décidée par la direction, et 8 heures de sommeil, si toutefois on y parvient, que nous reste-t-il? 6 heures de vie? Elles sont consacrées à la vie de famille, si les horaires sont compatibles, bien sûr, aux tâches ménagères et autres corvées. Pour finir, il nous reste 45 minutes pour nous abrutir devant Netflix avant de recommencer ce cycle infernal. Force est de constater que pas grand-chose n'a évolué depuis Marx. Si on a la chance d'œuvrer dans les hautes sphères, on travaille pour un capital et une reconnaissance certaine. Mais pour ces ouvriers, qu'en est-il? Ils sont les invisibles de la société pour les plus chanceux et des oubliés méprisés pour les autres. Avec ce système, on a créé des êtres malheureux, dépressifs, insomniaques, bourrés de cachetons en guise de soma. Système dystopique accepté par la plupart des citoyens soumis malgré eux. Je ne suis pas politisé, je suis simplement immergé et submergé dans ce système dégoûtant qui me révulse. Mon ouvrier, mon oublié. Fin de citation. J'ai toujours eu du mal à peindre la misère. Les cris silencieux des industries, ces fabriques de petites morts, les foules sans visage privées de dignité, les vivants, déjà transformés. Pourtant, ce n'est pas dans la dénonciation de l'obscur que je trouve la révolte. Je la puise dans la chaleur, dans le beau, dans ce qui fait vibrer. Car je sais que l'ombre n'existe qu'en réponse à la lumière, et c'est son éclat que je veux porter au monde. C'est sa fougue que je veux crier, sa bravoure, son inébranlable amour. Rire, aimer, avancer le cœur vaillant, être le courant, la vague, l'océan. Alors peut-être que comme moi, tu cherches encore cette route, ce passage entre soi et le monde. Peut-être que tu as compris que se cacher n'est plus une option, que le courage, ce n'est pas fuir ses démons, mais réaliser que sans leur obscurité, ta lumière ne pourrait briller. Et que c'est ici, dans le tumulte du monde, en écoutant les chants de la rivière, en devenant l'océan, que tu vivras éternellement. Je te souhaite d'être toi-même, amoureusement toi-même. Amoureux de la vie qui s'exprime en toi, et de cet amour, de cette étreinte qui ne te contraint plus, mais qui te réchauffe, te libère. Avant que l'on se quitte, j'aimerais te partager une dernière chose. Souvent j'ai eu de la misère à entreprendre. Quand on rêve de grandeur, accepter de faire petit est une tâche impossible. Alors, si je peux te donner un conseil, et qui me permet de te proposer ces vidéos, c'est de commencer petit, un petit pas après l'autre. Avant de rêver d'une immense merveille, peut-être faut-il d'abord ouvrir la fenêtre, entendre les bruits du dehors, sentir l'air sur sa peau, et peut-être s'arrêter là. Une autre fois, l'élan viendra. Peut-être qu'un jour, dans un an,
Tu seras la merveille, tu seras le monde. Mais crois-moi, quelle que soit l'ampleur de ton rêve, commence petit. Rêver grand n'interdit pas d'agir minuscule. Au contraire, c'est le seul moyen de donner corps à l'immensité. Je nous souhaite le meilleur, merci et à bientôt. C'était Enzo, pour l'ombre des mots.